Salut les juristes! Bon, faut qu'on vous raconte quelque chose. Dernièrement, on a réfléchi à comment pouvoir vous montrer du nouveau contenu en plus de nos commentaires d'arrêt habituels. Alors on s'est dit qu'on pourrait un peu quitter notre bureau et aller vous faire découvrir nos institutions. Et pour commencer, c'est bien l'Assemblée nationale qui a accepté de nous laisser tourner dans ce lieu exceptionnel. Mais aujourd'hui, on ne sera pas les seuls à discuter de ce haut lieu de la vie politique française, puisque monsieur Arthur Delaporte, député PS du Calvados, nous a fait l'honneur d'accepter une interview. C'est donc lui qui va nous faire découvrir le Palais Bourbon. Et c'est pas tout, on va visiter également la pièce la plus emblématique de ce bâtiment. Non, c'est pas la buvette, mais bel et bien la salle des séances, l'hémicycle. Allez les juristes, c'est parti, et pour commencer, on a demandé comment on devenait député. Comment est-ce qu'on devient député? On devient député en s'engageant quelque part. Moi, ça fait une dizaine d'années environ que j'ai poussé les portes du Parti Socialiste et donc que je me suis retrouvé dans cette situation d'engagement croissant et de prise de responsabilité croissante qui ont fait qu'à la fin, je vais candidater à une première élection, puis une deuxième à laquelle j'ai fini par être élu. Si on regarde le groupe socialiste tel qu'il est, il y a soit des élus locaux, donc parce que l'engagement peut se produire par le local avec une montée dans les mandats, hein. On peut être conseiller municipal, maire, conseiller départemental, puis député. Ou alors, pour les plus jeunes, ça peut être différentes formes d'engagement, mais globalement, c'était toujours un investissement dans le parti, ce qui a fait que les personnes qui ont été élues ont fini par devenir députés. C'est une forme d'aboutissement parce que quand on candidate pour un mandat parlementaire, c'est aussi qu'on estime la fonction et le rôle du législateur. Donc il y a évidemment une fierté, un honneur de faire partie du corps législatif. Et au-delà de ça, c'est aussi pour ceux qui avaient comme moi été collaborateurs d'élus. Moi j'ai commencé comme stagiaire à l'Assemblée nationale il y a en 2013. Voilà, j'ai découvert l'institution à travers d'autres prismes. Et donc c'est l'occasion aussi de changer de regard sur une institution qu'on connaissait déjà en changeant de fonction. Ensuite, Arthur Delaporte nous a raconté l'ambiance à l'intérieur de l'hémicycle. Voilà, c'est des espèces de petits pupitres d'écoliers qu'on a et vous pouvez claquer quand vous n'êtes pas content. Ça fait un bruit qui fait qu'on ne peut plus entendre l'orateur. Mais pour moi, c'est le bruit le plus brutal qui soit parce qu'il n'est pas traduit par voilà, une expression où il n'est pas circonstancié, quoi. Alors que quand vous avez un ministre qui va parler et vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez l'interpeller. Mais cette possibilité d'interpellation du ministre, elle a toujours existé. Quand on prend les comptes rendus des débats de 1789, il y a de l'interpellation. Et justement, la richesse du compte rendu des débats, c'est de pouvoir aussi essayer de rendre compte de la pluralité des expressions en dehors de l'expression principale de l'orateur. Pour sentir, quand on veut manifester la volonté du législateur, on peut aussi aller la chercher à travers la question voilà, de l'ambiance et des expressions plurielles, plutôt que du chahut ou du brouhaha de l'hémicycle. La facilité, et je dirais même, en vous regardant, la lâcheté qu'il y a dans votre attitude. Asseyez-vous. Je le redis, la lâcheté. Asseyez-vous. C'est une manière, quand on dit que les oppositions sont bruyantes, de les décrédibiliser, de les renvoyer voilà, à des affects primitifs. Nous sommes la raison, vous êtes le chahut. Accuser l'autre de chahut, c'est justement refuser de l'écouter, de débattre et de rentrer dans une confrontation d'idées. Ça, c'est deux conceptions différentes de voir les choses, qui se traduisent par des expressions contradictoires. Mais ça, pour moi, c'est pas quelque chose de mauvais ou de néfaste. Au contraire, c'est ce qui devrait produire la manifestation de la volonté générale par la confrontation du débat d'idées. En fait, il faut regarder la composition du Salon de la Paix ou de la Salle des Pas Perdus dans sa totalité. C'est à la fois voilà, la paix en plein centre, mais c'est une paix moderne. C'est l'alliance entre le rappel aux anciens, la démocratie athénienne et romaine,
Et c'est aussi la paix moderne parce que voilà, vous avez d'un côté le train à vapeur et de l'autre le bateau à vapeur. Cette salle, le programme iconographique a été construit au milieu des années 1830 par quelqu'un qui a conscience de ce que c'est que la modernité. C'est un peu comme si on avait mis un iPhone sur une peinture aujourd'hui, parce que la première ligne de train, elle est inaugurée dans les années 1820. Le train pour aller à Saint-Germain-en-Laye, qui est la première ligne de train de chemin de fer en région parisienne, c'est 1835. Donc vous voyez, on est dans une modernité immédiate. Et ça s'industrialise notamment avec quelque chose d'important, qui est la conquête de l'Algérie dans les années 1830, et la nécessité de faire des allers-retours en fait entre les deux rives de la Méditerranée. Et cette constitution d'une puissance moderne et militaire et coloniale, elle s'observe aussi finalement dans le registre qui est en dessous, qui n'est pas le plafond, mais qui est quand on représente les corps constitués de la République, où vous avez des costumes traditionnels algériens, pour montrer aussi que vous êtes dans un empire colonial. Donc vous êtes dans la France en expansion, dans la France qui se projette vers l'avenir, mais qui aussi s'appuie sur le passé, la tradition, tout ça, dans le cadre d'une monarchie moderne, constitutionnelle, qui est aussi l'ensemble du programme iconographique. Alors aujourd'hui, on n'est plus dans un cadre monarchique, on n'est plus dans un cadre colonial, on en trouve encore les traces, on est en train de questionner l'idée même de progrès, même si moi je pense que le progrès ne doit pas forcément être vu comme le progrès ou les conséquences néfastes de la révolution industrielle, mais vous avez aujourd'hui une conscience aiguë des externalités négatives, on pourrait dire, du progrès scientifique, technologique. Il faut absolument faire en sorte de les atténuer. Il faut essayer de penser l'usine de demain. Il faut arriver à se dire que il ne faut pas être dans un productivisme, mais que le progrès, c'est d'abord l'amélioration du bien-être collectif et de la richesse collective. Et donc, ne pas se dire que progrès égale usine polluante, mais progrès égale amélioration du bien-être. Et ce qui peut dire progrès égale conscience écologique accrue, parce que la conscience écologique, c'est aussi la manière dont on envisage des rapports sains entre l'homme et la nature. Quand on passait, parce que ce n'est plus le cas, entre ces deux statuts, on pouvait se sentir pris en étau et porté par les législateurs et la confrontation. Parce que Jaurès, il incarne aussi la figure du parlementaire, la figure du rhéteur et la figure du battant qui défend l'extension des droits sociaux pour tous. Quel est l'apport de Montesquieu ? Déjà, l'apport de Montesquieu, il est fondamental parce qu'il a permis quand même de conceptualiser ce qui fonde la plupart des démocraties contemporaines. Le problème, c'est que la Ve République, elle a un peu atténué la séparation des pouvoirs. En France, il y a quand même une intervention forte de l'exécutif dans le pouvoir du législateur et vous avez un déséquilibre majeur. Donc la question, c'est aussi comment on arrive à rééquilibrer les pouvoirs pour favoriser la bonne santé de la démocratie. Donc ça, je pense qu'il faut plutôt revenir à Montesquieu d'un point de vue principiel, en considérant qu'on l'a un peu trop oublié. Et puis il y a un autre élément de Montesquieu que j'aime bien, mais qui n'est pas l'esprit des lois, mais qui est plutôt l'esprit éclectique de Montesquieu, qui s'intéressait à plein de choses, c'est la question du décentrement du regard. C'est le principe des lettres persanes, qui est de se dire qu'il faut regarder sa propre société à travers le regard de l'étranger ou le regard neuf. C'est la capacité d'étonnement permanent et de distanciation, parce que si en politique on est trop embarqué dans ce qu'on fait, c'est important de croire dans ce qu'on fait, mais il faut aussi en permanence remettre en question ses propres convictions, douter, et finalement dans les lettres persanes, il y a cette manifestation et cette méthode en fait, de l'esprit du doute en se disant mais si j'étais à l'extérieur de là où je suis, comment est-ce que j'analyserais ma propre situation et ma propre institution, ce qui peut permettre aussi de la critiquer et donc de chercher à l'améliorer.
qu'est-ce qu'on utilise pour s'opposer ? Le premier, c'est la parole. Le principal pouvoir du législateur, c'est ses cordes vocales et c'est sa capacité à infuser une idée, une contradiction ou faire réagir. Parce que souvent, les débats parlementaires paraissent vains parce que chacun parle sans écouter les uns les autres. Et finalement, un peu de provocation, mais d'oser, peut faire écouter et parfois entendre l'argument. Donc la parole, voilà, c'est la première arme. La deuxième arme, c'est la tentative dans l'opposition de réécriture de la loi. Donc c'est l'amendement. Mais voilà, on a voulu réduire ce qu'on appelait l'obstruction parlementaire ou le filibustering. Et donc, nous, pour parler, on doit déposer des amendements ou des sous-amendements. Ça nous ouvre un droit de 2 minutes de temps de parole pour défendre un amendement. Voilà les juristes, notre visite du Palais Bourbon est terminée. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire si vous voulez que l'on refasse ce genre de contenu. En attendant, moi je vous dis à bientôt. Et d'ici là, filez droit!